Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de laisser vos commentaires. Merci. Sounds Like Portraits est également disponible sur frenchmorning.com. C'est le 4e et dernier épisode de cette série spéciale consacrée au Covid-19. On continue à faire le point à propos des enjeux et des avancées de la recherche sur la pandémie avec Jérémy Gok, chercheur en immunologie dans une université de la Ivy League ici à New York. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe. Au sommaire de cet épisode d'aujourd'hui, le déconfinement approche et nous allons nous intéresser à l'immunité collective, comment ça marche, quand sera-t-on immunisé contre le Covid-19 ? Combien de temps restera-t-on immunisé ? Pour finir, on parlera de l'incertitude dans laquelle nous sommes tous plongés. Comment les scientifiques font-ils avec l'incertitude et que penser des scénarios complotistes qui cherchent à remplir le vide créé par cette incertitude ? Mais pour commencer, les politiques sont en train d'organiser le déconfinement des populations. Alors, du point de vue du chercheur en immunologie que tu es, Jérémy, quelles sont les conditions pour sortir du confinement ? Quand est-ce qu'on va pouvoir sortir du confinement ? La première condition, c'est de retrouver un système hospitalier stable. Et donc, c'est ça le premier challenge. Et c'est ça qu'il va falloir gérer sur le long terme, c'est avoir un système hospitalier qui est toujours capable de s'adapter et d'encaisser les potentielles secondes vagues ou rebonds épidémiques dus au Covid. Et donc, pour faire ça, la première chose, c'est qu'il faut s'assurer que l'ensemble des services de réanimation dans les hôpitaux reviennent, on va dire, sous le niveau des eaux, avec un niveau de capacité à encaisser ou à accumuler de nouveaux patients assez forte. Une fois que ce premier critère est rempli, le juge de paix qui va définir le déconfinement, mais aussi l'efficacité des périodes de déconfinement, ça va être le taux de contamination, le taux de reproductibilité, comme on l'appelle, de la maladie. C'est-à-dire combien de personnes une personne infectée risque d'infecter. Ce taux de reproductibilité, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, il était à peu près de 3 au début de l'épidémie. Ça veut dire qu'une personne, pendant son temps de contagiosité, contaminait 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes contaminaient chacune 3 autres personnes, ce qui faisait 9 personnes. Et ça va très vite et on comprend à quel point, une fois que la machine est lancée, c'est extrêmement compliqué de gérer l'épidémie. Ce qu'on a fait en se confinant, en appliquant les mesures barrières, etc., c'est qu'on a réduit ce taux de reproductibilité, on l'a fait descendre sous la barre des 1. Là, on estime qu'il est entre 0,6 et 0,8, il me semble, à New York. Ça veut dire qu'une personne contaminée contamine moins d'une autre personne. Et donc, ça veut dire mathématiquement et très logiquement qu'on est en train de faire descendre le nombre de personnes porteuses du virus dans la population. Et c'est ce qui explique pourquoi les hôpitaux ont moins de travail et peuvent commencer à respirer. C'est ce qui explique pourquoi le nombre de décès et le nombre de contaminés diminue dans la population. Le challenge actuellement, c'est de maintenir ça en fait. C'est de, malgré le déconfinement, malgré le fait qu'on ne sera plus confiné chez nous et qu'on perdra ce critère de protection, ça va être de maintenir le taux de reproductibilité du virus sous la barre des 1. Et ça va vraiment être tout le défi qui se présente à nous, en fait. C'est continuer à faire en sorte qu'une personne infectée ne contamine pas plus d'une autre personne pour, au minimum, maintenir le pool dans la population de personnes porteuses du virus stable, la maintenir stable, ou, idéalement, la faire diminuer jusqu'à la rendre quasiment silencieuse au sein de la population. Mais en dehors de ça, ce qui va être déterminant aussi, ce sera d'avoir les outils pour détecter la moindre suspicion de maladie, c'est-à-dire d'avoir des tests. Exactement, et c'est les recommandations de l'OMS, c'est ce que la majorité des pays qui actuellement ont réussi à maîtriser à peu près l'infection ont appliqué. C'est tester, 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 et c'est le premier outil qui va être nécessaire. C'est celui qu'on n'avait pas au début de l'épidémie, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on a confiné, qu'on n'avait pas ces outils. On peut espérer qu'à la période de déconfinement, ces outils soient accessibles et qu'ils puissent changer notre manière de nous organiser face à l'épidémie. Ça va vraiment être en fait d'avoir une capacité à détecter très rapidement les personnes qui viennent de se faire contaminer pour pouvoir les isoler
et aussi de détecter ou informer en tout cas les personnes qui ont été en contact récemment avec ces personnes potentiellement contagieuses. Le Donc défi, ça veut dire qu'il va falloir suivre ces personnes-là. voilà, donc là, ça parle vraiment de notions très politiques, voire très éthiques. C'est ce qu'on appelle le tracing ou le tracking, qui sont des sujets en discussion dans la plupart des pays actuellement et qui consistent à utiliser des relais d'information, alors principalement la géolocalisation et nos téléphones portables, pour suivre le mouvement des populations et des individus et être capable d'avoir l'information de qui a été en contact avec quelle personne porteuse du virus. On va séparer la question politique d'abord en termes d'outils. C'est indéniable que ça peut être extrêmement efficace et extrêmement important. Là, on a confiné parce qu'on n'est pas capable, en fait, de détecter les personnes contagieuses, de détecter les personnes porteuses du virus. Donc, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de confiner pour tout le monde. En faisant ça, mathématiquement, réduisait la contamination de ces personnes porteuses du virus, puisque on confinait tout le monde. Maintenant, l'objectif, ça va être au contraire de déconfiner, mais d'avoir la capacité d'être extrêmement réactif sur ces personnes porteuses du virus. Et en fait, de s'occuper de cette petite pool de population qui finalement est assez minoritaire et d'agir extrêmement vite pour eux les confiner, eux les isoler et eux réduire leur impact sur la propagation du virus. Si on arrive à faire ça, on va réussir normalement à contenir la propagation du virus. Et donc, pour faire ça, le tracing, on comprend que ça peut être un outil extrêmement efficace puisque ça peut permettre d'informer dans l'heure, littéralement, quelqu'un qui aurait été en contact avec une personne porteuse du virus, potentiellement contaminée. Ça va permettre, si on a les tests à disposition, et on devrait les avoir, de diriger cette personne vers des centres de tests pour avoir un suivi, pour savoir si cette personne est porteuse du virus, elle est potentiellement contaminante. Et en fait, on va faire un confinement extrêmement spécialisé et extrêmement efficace si on arrive à atteindre cet objectif, c'est-à-dire limiter le taux de propagation du virus parmi ceux qui sont responsables de cette propagation du virus et ne pas impacter trop fortement les activités des personnes non contaminantes. Le dernier point sur cette méthode de déconfinement, en fait, je pense qu'il faut faire rentrer ça dans l'esprit des gens, c'est que l'important, ça va être d'être ultra flexible et de s'adapter au virus, c'est-à-dire de s'adapter à une dynamique mouvante. Encore une fois, c'est le taux de reproduction du virus qui va tout déterminer. Il est très probable qu'on va avoir des périodes de déconfinement où ce taux va repasser sur la barre des 1. Et il faudra réagir extrêmement vite parce qu'on sait que dès que le taux est supérieur à 1, on a une explosion très rapide du nombre de cas et c'est ce qui a surpris le monde entier au mois de février et de mars. Donc il faut éviter ça. Il va sûrement y avoir peut-être des périodes de reconfinement, mais ces périodes seront peut-être que de 1 ou 2 jours. Si on a juste un pool de 100 personnes qui est contaminante et qu'on les bloque directement, même par des mesures très drastiques qui sont assez éprouvantes mais très efficaces, on n'a pas besoin de beaucoup de temps finalement pour empêcher un petit pool de la population d'être très contaminante. Très localement à ce moment-là. Voilà, il va y avoir une notion géographique et de cluster aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on va sûrement voir apparaître à certains endroits des clusters, c'est-à-dire des localisations avec une très forte propagation du virus de nouveau. Il va falloir les traiter localement. On peut bloquer certaines localités, certaines localisations, avoir des approches plus fortes pour tuer dans l'œuf la propagation du virus et ensuite revenir à un déconfinement plus partiel. Il va vraiment falloir s'adapter tout le temps et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment expliquer aux gens. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, on ne sait pas s'il va y avoir une très forte deuxième vague, s'il ne va pas y en avoir, s'il va y avoir des rebonds à certains endroits sporadiquement. On va s'adapter à la situation et on va essayer d'être extrêmement flexible pour éviter qu'on ait de nouveau une propagation extrêmement fulgurante du virus qui peut vraiment impacter nos services hospitaliers. La question qu'on a envie de poser à partir de là, c'est quand est-ce que nos sociétés seront immunisées? Quand est-ce qu'on sera vraiment immunisé? Est-ce que tu as une idée de l'échéance? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Il y a une réponse très claire et très simple actuellement, c'est on ne sait pas. Et c'est absolument impossible de savoir exactement comment est et va être immunisée la population. C'est tout le problème. Quand on ne sait pas, ce que peut faire le scientifique, c'est prévoir des scénarios. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est possible que la population soit immunisée totalement d'ici 6 mois et que ce virus soit complètement expulsé
de la population et qu'on n'en entende plus parler. C'est pas probable à mon sens, mais c'est pas une possibilité que je peux totalement écarter. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment, on sera tous contents de l'apprendre et il n'y a pas vraiment de stratégie à adopter. On verra forcément la pathologie se taire d'elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où c'est l'inverse, où le virus n'est pas immunisant, mais pas immunisant du tout, et où on doit s'adapter à vivre à plus ou moins long terme avec ce phénomène de contamination qui est très impactant pour nos sociétés. Tu pourrais expliquer ce que c'est que le principe de l'immunité de groupe, de l'immunité collective? Parce qu'on a parlé de l'immunité individuelle, mais à l'échelon de la société, ça fonctionne comment? Alors, l'immunité de groupe, c'est le principe même de la stratégie vaccinale. Le but, c'est tout simplement d'immuniser les personnes, les individus, de leur procurer une réponse immunitaire qu'on appelle protectrice, c'est-à-dire qui va empêcher le virus de déclencher la maladie ou en tout cas qui va réduire significativement les symptômes de la maladie. Donc ça, c'est le vaccin. Quand on fait ça sur un très grand nombre de personnes, on limite par définition la capacité de circulation du virus dans la population. Donc c'est ça l'immunité de groupe en fait. C'est un principe de santé publique, c'est le principe de se protéger collectivement. C'est extrêmement efficace et c'est pour ça qu'on a créé les vaccins d'ailleurs. La variole, par exemple, qui est une maladie assez grave, qui est une maladie qui a été vaccinée depuis des dizaines d'années. La variole n'existe quasiment plus dans le monde et c'est simplement grâce à l'immunité de groupe générée par les vaccins. Donc c'est une méthode qui est extrêmement efficace, c'est on se protège tous les uns des autres et du coup on empêche par définition le virus d'avoir un réservoir et donc de pouvoir se propager ou même se maintenir dans la population. Donc ça, c'est idéalement ce qu'on veut faire avec un vaccin Covid-19. C'est pour ça qu'on parle autant des vaccins actuellement pour le Covid. Et c'est aussi ce qui peut arriver de manière naturelle dans la population. Sans même parler de vaccin, si un virus crée une immunité protectrice chez les patients et qu'il infecte une majorité de la population, on comprend très logiquement qu'une fois atteint un certain seuil de contamination dans la population, on va avoir une majorité des gens qui ont rencontré ce virus, qui sont protégés contre ce virus et qui donc ne seront plus capables de le transmettre. Et ça va naturellement diminuer, voire bloquer totalement l'infection virale et l'épidémie. Mais est-ce qu'on sait si on peut attraper 2 fois le Covid-19? Est-ce qu'on sait ça? Bah alors voilà, ça c'est une des questions capitales pour déterminer si on peut avoir une immunité de groupe. On comprend très bien que si on ne peut pas l'attraper 2 fois, bah forcément ça veut dire qu'on va développer une immunité de groupe naturellement. On n'a pas la réponse à cette question évidemment. Il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique et je rappelle que c'est un virus qu'on connaît depuis 4 mois, donc on manque de recul en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on voit très peu de cas de recontamination et il y a 2, 3 cas qui ont été évoqués, mais qui n'ont pas été confirmés. On n'est pas sûr que c'est une réelle contamination ou si c'est simplement qu'on a cru à un moment que le patient était guéri. Et c'est difficile de déterminer si le patient a été recontaminé ou s'il était juste simplement malade et qu'il est passé par une petite période sans symptômes et puis il est retourné, sa maladie s'est de nouveau aggravée. Ma conviction personnelle, en fait, c'est que ce virus est probablement immunisant. On voit d'un point de vue immunitaire des réponses immunitaires qui sont concrètes. On voit des anticorps qui sont produits, on voit des réponses immunitaires de certains types de cellules, des lymphocytes qui ont l'air d'agir contre le virus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Jérémy, à ce propos, j'ai appris que les personnes asymptomatiques développaient moins d'anticorps que les personnes symptomatiques qui avaient développé la maladie. Est-ce que ça n'ajoute pas de la complexité à tout ce qu'on sait et à tout ce qu'on ne sait pas concernant le Covid-19? Alors, ça n'en ajoute pas, mais effectivement, je crois que ça révèle la complexité réelle du virus que les scientifiques sont habitués à gérer, en fait, pour trouver les solutions. La réalité des choses est beaucoup plus complexe que celle qu'on entend évidemment dans les médias ou dans la presse, parce qu'évidemment, il faut fournir un message simple et accessible, mais il ne faut jamais perdre de vue que en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Pour les asymptomatiques, effectivement, il y a des indications et il y a un débat scientifique actuellement qui suggérerait
Ce n'est pas des démonstrations, mais il y a de fortes indications qui suggéreraient que les personnes avec peu ou pas de symptômes développeraient une immunité plus faible et potentiellement moins protectrice à long terme, et donc seraient probablement plus sujets à recontamination. Maintenant, juste pour essayer de dévoiler un peu toute la complexité des choses, par exemple, ce qu'on suit actuellement comme marqueur de l'immunisation, ce sont les anticorps, la présence d'anticorps dans le sang des personnes qui ont été porteuses du virus. Le fait qu'elles aient ces anticorps indique qu'elles ont été en contact avec le virus et donc qu'elles ont été immunisées. On ne sait pas si ces anticorps sont qu'on appelle neutralisants ou pas, donc s'ils vont neutraliser le virus ou pas. Il y a des anticorps qui sont plus ou moins efficaces. C'est la première chose. On regarde les anticorps, mais les anticorps, c'est une partie de la réponse immunitaire. On sait que dans les infections virales, il y a beaucoup d'autres composantes qui rentrent en jeu et qui ont aussi un impact fort contre le virus. Il y a ce qu'on appelle des lymphocytes T, qui sont un type de cellules très spécifiques qui coordonnent un petit peu la réponse immunitaire. Eux, c'est très compliqué de les regarder parce qu'ils ne produisent pas de molécules qu'on peut doser dans le sang comme les anticorps. C'est très possible que certains patients n'aient absolument pas d'anticorps et qu'ils aient une réponse de lymphocytes T extrêmement puissante qui les protège malgré tout. C'est très possible aussi que des personnes qui aient un fort taux d'anticorps, même neutralisant, n'aient pas cette réponse lymphocytée et qu'en fait, ils ne soient pas protégés aussi efficacement qu'on ne le voudrait. Alors, c'est pour ça que c'est tout ce que les scientifiques essayent de disséquer actuellement. La bonne nouvelle, c'est que des réponses, on en aura tôt ou tard, parce qu'il y a un travail de recherche extrêmement efficace et extrêmement rapide qui est fait là-dessus. Mais on va avoir besoin de plus de temps et plus de recul pour avoir ces réponses précises. On va devoir s'habituer à vivre avec le Covid-19. Ça paraît être une évidence. Oui, ça c'est très important en fait. Avec les stratégies de déconfinement, on entend beaucoup de personnes poser la question, est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale? Est-ce qu'on va pouvoir vivre comme avant, comme quand le virus n'était pas là? Et je crois qu'il faut absolument sortir de cette logique-là. L'objectif, ce n'est pas de vivre sans le virus actuellement, c'est d'apprendre à vivre le mieux possible avec. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas être capable de complètement contrôler cette maladie, voire d'éradiquer le virus de la surface de la Terre. Mais en attendant, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à vivre avec, comme on a appris à vivre très bien avec le sida, par exemple, et de s'organiser avec cette nouvelle réalité du monde, en fait. Et ça, c'est vraiment un message extrêmement important à relayer. C'est comme ça qu'on arrivera à faire un déconfinement efficace et qui permettra de vivre le mieux possible et de retourner à une société la plus pérenne possible. Ça veut dire au fond qu'on doit accepter Ouais. l'existence de ce virus. C'est ça au fond. Ce qu'on essaie de faire, c'est de le comprendre, c'est de trouver sa place par rapport à lui. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il faut arrêter de se mettre cet objectif en tête qui, en plus, je pense, est assez angoissant au long terme, de se dire on va revenir à la vie normale quand on aura trouvé une solution face au virus, quand on l'aura complètement détruit. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre normalement avec le virus. Et en faisant ça, à un moment, on arrivera probablement, effectivement, à le contrôler. Mais on pense beaucoup trop à long terme et on se met beaucoup trop d'attentes sur nous. Il faut vraiment penser dans le moment présent et dans la réalité des choses, et c'est comme ça qu'on sera le plus efficace possible. Donc, ouais, c'est vraiment la notion d'apprendre à vivre le plus efficacement et le plus sereinement possible avec le virus. Et ça va marcher aussi, je crois, par étapes et par marche d'escalier. C'est peut-être ça le message très important, c'est qu'on n'était pas préparé du tout quand l'épidémie est arrivée en janvier. On va comprendre de plus en plus de choses et cette compréhension va rendre de plus en plus facile le contrôle du virus et notre capacité à vivre avec. Il y a de plus en plus d'incertitudes et on se rend compte en t'écoutant, Jérémy, que ceux qui sont en train de faire des recherches font face à l'incertitude, comme la population aussi globalement. Mais je voudrais savoir comment les scientifiques s'y prennent avec l'incertitude, parce que c'est pas facile de faire face à l'incertitude. Oui, et c'est ce que cette pandémie révèle aussi de notre société, c'est la peur et un peu l'inaptitude de notre société face à l'incertitude. Et nous, on regarde ça avec beaucoup d'attention parce que l'incertitude, on doit la gérer tous les jours. Faire de la science, c'est d'abord reconnaître et ensuite interroger et éclairer des zones d'incertitude. On n'a jamais de certitude absolue en science d'ailleurs. On sait que le savoir est relatif
Et l'objectif, c'est de toujours repousser les zones d'incertitude et de toujours aussi déterminer les limites de la certitude et de l'incertitude. C'est ça qui est important aussi, c'est que cette limite, finalement, entre le savoir et l'ignorance, des fois, elle est assez subtile, elle n'est pas toujours facile à déterminer. Et c'est pour ça que c'est facile d'ailleurs d'être trompé ou de faire des raccourcis qui peuvent être problématiques. C'est ça aussi le rôle du scientifique, c'est de toujours être conscient effectivement de cette limite qui est assez compliquée. Comment vivre aussi face à l'incertitude par rapport à nos sociétés? Moi, j'ai un peu l'image, en fait, tu sais, de se réveiller dans le noir. Et je crois que c'est un peu ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on s'est tous réveillés dans le noir, on ne sait pas où est la lumière, et du coup, on peut paniquer un peu, on peut se sentir complètement perdu, sans repère. C'est un peu ce qui se passe dans notre société, dans l'ensemble, à cause de cette épidémie. Les scientifiques sont complètement habitués à faire ça. C'est pour ça que nous, on est évidemment extrêmement investis, mais on n'est pas du tout déstabilisé par ce qui se passe. On est habitué à évoluer dans le noir, à ne pas savoir ce qui va se passer, où on est exactement. Et voilà, c'est vraiment, imagine, tu te réveilles dans le noir, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux essayer de bouger dans tous les sens, de toucher à tout en espérant à un moment trouver l'interrupteur. Tu risques juste de te blesser, de tomber, et tu n'es vraiment pas sûr que tu vas trouver la sortie à la fin. Ou tu peux juste essayer de trouver tes repères. Tu peux te calmer, respirer, essayer d'écouter les sons, essayer de te rappeler dans ta tête comment, par exemple, est agencée la chambre dans laquelle tu te trouves. En science, c'est faire l'état des lieux des connaissances. Et puis, tu peux commencer à tâtonner. Tu peux commencer à être méthodique, à te rappeler, à essayer de… Tu touches quelque chose, essayer de déterminer ce que c'est, essayer de comprendre où est-ce qu'il est localisé dans la pièce, etc. Et en faisant ça, progressivement, bah, tu vas te rapprocher de l'interrupteur et à un moment, tu vas trouver la lumière. Comment est-ce que tu comprends les scénarios complotistes par rapport à cette incertitude que nous vivons tous par rapport à la pandémie, toi, à ta manière en matière d'immunologie, comment est-ce que tu comprends les scénarios complotistes qui semblent avoir une réponse à tout, tout le temps? Bah, c'est ça le problème en fait, c'est que voilà, on parlait de lumière et d'obscurité. Les scénarios complotistes en fait te promettent toujours une lumière éblouissante et ils te disent qu'il faut voilà te rapprocher du soleil, quitte à te brûler les ailes, et que s'il n'y a que ça qui compte et qu'il ne faut justement pas avoir tout ce processus de compréhension des choses. Alors qu'un scientifique te dira, plutôt que de forcément chercher à se rapprocher d'une lumière éblouissante, apprenons déjà à discerner les choses parmi les obscurités. C'est vraiment ça le problème. Et bah, là, c'est vraiment un problème de notre temps. Et c'est quelque chose qui est assez terrifiant pour moi. C'est qu'effectivement, les scénarios complotistes sont extrêmement actifs. Ils sont extrêmement difficiles à contrer et ils peuvent faire énormément de dégâts, en fait. C'est très, très dur de contredire un scénario complotiste. Déjà parce qu'il joue forcément à domicile. Quand tu as un débat face à un scénario complotiste, tu es forcément désavantagé parce que dans une explication, une personne avec des faits simples et directs a toujours l'avantage. Or, les faits simples et directs, dans la réalité des choses, c'est très rare. Ça peut arriver, mais par exemple, là, on est sur une pandémie avec un nouveau virus inconnu. On peut dire, par exemple, pour reprendre des thèses complotistes, qu'il a été créé en laboratoire et que c'est un complot des Chinois, des Américains, des Français, ça c'est selon les pays. Ou bien on peut juste faire toute la cartographie de la séquence génétique du virus, se rendre compte qu'il a des analogies extrêmement proches avec la chauve-souris, qu'il est assez proche du SARS de 2002 qui avait déjà fait une épidémie il y a une vingtaine d'années. On peut comprendre son évolution, on peut comprendre sa transmission dans la population, comprendre qu'il a probablement été transmis dans un marché animaux ou des choses comme ça. Ça prend 20 minutes à expliquer. Ça peut prendre 20 minutes pour expliquer quelque chose, mais faire germer une idée complotiste, ça prend 30 secondes. Parce qu'il parle à l'émotion, mais il parle aussi à l'imaginaire. C'est totalement compréhensible, en plus, particulièrement dans les situations de crise actuellement qui sont extrêmement inquiétantes, déstabilisantes. Quand on propose un imaginaire qui te donne une certaine maîtrise face à une réalité difficile, tu as forcément envie d'y adhérer. Et c'est ça, le complotisme, il fournit un peu, je trouve, à la peur et à la colère et à l'émotionnel en général, une opportunité de jugement. Là où le raisonnement cherche justement à éliminer l'influence de ces émotions sur notre jugement pour étudier les choses de manière vraiment neutre, voire clinique.
Un point important, je crois, c'est que toutes les théories complotistes, elles ont en commun qu'elles sont séduisantes, elles sont alléchantes, tu sais. Elles valorisent un peu les gens qui y adhèrent. Quand on adhère à une théorie complotiste, on peut se sentir éveillé. On peut vraiment avoir cette impression très grisante pour l'ego d'être au-dessus du lot, d'avoir trouvé une vérité cachée que les autres n'ont pas. Et je pense qu'il faut aussi vraiment préciser que c'est quelque chose auquel on est tous sujets, en fait. C'est ça la difficulté, c'est peut-être ça la leçon qu'on a à en tirer. Moi, je suis pas du tout, je juge absolument pas les gens qui croient à certaines théories complotistes et tout. Déjà parce qu'elles sont très bien, souvent, elles sont très bien faites. Il y a une très grande ingéniosité dans les théories complotistes. C'est extrêmement ingénieux, hein, les théories qu'on voit fleurir sur Internet, et c'est pour ça que c'est extrêmement dur à contredire également. Et les scientifiques, à la base, n'ont pas été formés pour ça. Ils ont été formés pour donner de la connaissance et la rendre accessible à la population. Et là, on doit en plus apprendre à contrer le vraisemblable, à contrer les manipulations. Et c'est extrêmement difficile, mais je crois que c'est vraiment extrêmement important et que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire parce qu'on est tous sujets à ça, mais moi le premier. J'ai même vu fleurir des théories, etc., où j'ai été obligé de me renseigner et tout avant de me rendre compte précisément que en fait, c'était complètement farfelu et qu'il y avait des intérêts derrière. En plus, que c'était quelqu'un qui, comme d'habitude, cherchait à manipuler des gens. Je comprends totalement que énormément de personnes n'y voient pas clair. Il y a une énorme confusion en plus. Il y a énormément d'infos contradictoires, etc., qui diffusent dans les médias. Quand tu es dans ce flou artistique global, il y a forcément un impact très important pour les théories qui vont te donner l'impression d'expliquer l'ensemble du problème. Donnerait comme indice pour ne pas tomber dans un scénario complotiste, un indice pour aiguiser son esprit critique. En fait, il faut essayer d'imaginer si on enlève, si on extrait le côté séduisant, attrayant, voire plaisant pour l'ego personnel de la théorie, est-ce qu'elle est toujours aussi solide? Et quand on la confronte à des faits neutres et objectifs, est-ce qu'elle se maintient ou pas? C'est ça une théorie en fait. C'est une théorie qui accepte toujours d'être contredite, d'être mise à l'épreuve. C'est le principe même d'une théorie. C'est qu'on peut la remettre en question à n'importe quel moment et sous n'importe quel aspect. Les scénarios complotistes n'acceptent pas ça. D'ailleurs, ça, c'est extrêmement clair et rapide. Quand tu commences à contredire certains scénarios complotistes, tu vois souvent apparaître une myriade de personnes qui vont t'expliquer que tu es à la solde. Alors, ça dépend, hein, mais ça peut être des gouvernements, de la CIA, des lobbies pharmaceutiques, peu importe. Mais il y a toujours un ennemi extrêmement bien défini. Et si tu n'adhères pas à cette théorie, c'est toujours extrêmement binaire. Tu fais forcément partie de cette caste de gens mal intentionnés. Et en fait, il n'y a pas de nuance dans les théories complotistes souvent. Il n'y a pas de neutralité. Donc ça, c'est un bon moyen de savoir. Il faut aussi être conscient que, je crois que c'était une phrase de Nietzsche qui vraiment, je trouve, est extrêmement d'actualité. C'est le goût du vrai risque de disparaître au motif qu'il procure moins de plaisir. Je crois que les théories complotistes, on les voit beaucoup fleurir pour ça. C'est qu'on y adhère parce qu'elles sont plaisantes. Et encore une fois, je comprends. Même moi, je me suis fait avoir, hein. Il ne faut pas dénigrer les personnes qui, des fois, adhèrent ou croient à certaines théories complotistes. C'est extrêmement bien fait. Et c'est extrêmement difficile, même pour des personnes avec un sens critique extrêmement développé, des fois, de ce qu'on appelle les débunker, de les contredire, de rationaliser un peu tout ça. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, c'est que le plaisir qu'on retire de certaines idées nous conforte dans des certitudes. Mais le plaisir n'est pas un arbitre neutre, c'est pas un bon arbitre dans ce genre de réflexion. Et c'est pour ça, en fait, c'est dur à contrer et que c'est avant tout une éducation. C'est qu'on doit apprendre à faire cet effort qui est un petit peu contre-intuitif et qui est difficile, qui demande vraiment, c'est de toujours essayer de mettre de côté ce qui est attrayant et de toujours étudier la chose de manière neutre, critique, et de voir si les faits, en fait, résistent à l'épreuve de l'analyse. C'est vraiment pas facile, ça prend du temps, et encore une fois, c'est pas forcément, ça demande beaucoup de concentration et d'efforts à faire. Donc, les théories complotistes jouent là-dessus, elles jouent sur la facilité, sur le plaisir et sur les émotions. Et alors peut-être un dernier message là-dessus, c'est le rôle du scientifique dans tout ça. Ben, je crois qu'aussi il faut balayer devant notre porte.
il y a un effort à faire très important des scientifiques pour mieux reconnecter avec la société et mieux rendre accessible la science, en fait. C'est compliqué, etc. Mais en fait, on laisse aussi un peu la main à tout ce genre de théories, notamment grâce à les réseaux sociaux. Elles sont facilement accessibles, elles sont immédiatement compréhensibles. Et c'est beaucoup plus dur déjà de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent certains phénomènes scientifiques, etc. Si en plus, on ne fait pas l'effort d'essayer de les rendre accessibles, de les vulgariser, d'informer aussi, et je pense qu'on ne le fait pas assez et qu'on n'est pas assez entraîné là-dessus, mais on laisse le terrain libre effectivement aux théories complotistes. Et c'est peut-être ce que doit nous apprendre ces périodes de crise. C'est aussi à savoir mieux distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, à mieux respecter notre incertitude et donc aussi nos connaissances. Voilà, c'est mon avis, mais j'aimerais bien connaître le tien également, vu que c'est un peu ce que tu fais aussi. Toi, tu essayes d'accéder à la connaissance et de la diffuser. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu profondément démocratique dans cette question de la transmission du savoir. Moi, ce qui me frappe dans cette pandémie, c'est que c'est vraiment le terrain pour favoriser une épidémie de fausses informations qui se surajoute du coup à la pandémie et qui brouille les repères dont on a besoin. C'est très marrant d'ailleurs, on est dans une épidémie actuellement et en fait, c'est ce que dit le site de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'on est aussi dans une infodémie. Absolument. En fait, les scénarios complotistes ne donnent pas d'explication rationnelle, tu en parlais, mais un scénario qui prolonge l'état émotionnel de sidération dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'on est tous, et on en parlait avec l'incertitude, on est tous dans un état de sidération, c'est-à-dire on est émotionnellement submergé par ce qui nous arrive, on n'est pas préparé à ça, et les scénarios complotistes prolongent ça de Mmh. façon à pouvoir manipuler les esprits. Parce que quand on est sidéré, c'est pratiquement impossible de réfléchir, c'est-à-dire de prendre de la distance, puisqu'on est submergé émotionnellement. Et donc, quand on fait ça, quand on relaie des scénarios complotistes, je les appelle pas théories parce qu'elles n'ont pas le rang de théorie, parce qu'elles n'acceptent pas la moindre critique, comme tu le faisais remarquer. Quand on embraye dans ces scénarios complotistes, eh bien, clairement, on est du côté d'une manipulation sans forcément s'en apercevoir d'ailleurs. C'est ça le danger. Et je dirais que inversement, ça montre que nous avons à accepter l'incertitude, pas seulement par rapport à la pandémie, mais je pense que plus profondément, la vie est faite d'incertitudes et il faut avoir le courage de ne pas forcément remplir tous les vides par des pseudo-théories, par des scénarios, par des mots, et accepter courageusement de faire face. Oui, je vais rebondir là-dessus, c'est tellement juste. Remplir les vides, comme tu dis, en fait, et c'est pour ça que les théories complotistes marchent tellement bien et c'est pour ça aussi que moi je comprends totalement que beaucoup de personnes se fassent avoir. C'est qu'on est tous sujets à ce biais-là, en fait. Le cerveau humain n'aime pas le vide. C'est des travaux en psychologie qui sont absolument passionnants. On a toujours envie, tu sais, de remplir les vides dans notre esprit. Par exemple, des fois, quand on a un coup de malchance dans notre vie, il nous faut un responsable. C'est pour ça que les théories complotistes ont toujours cet avantage qu'ils te donnent un ennemi, ils te donnent un responsable. C'est beaucoup plus agréable et confortable pour l'esprit d'avoir cette notion-là. Sauf que dans la majorité des cas, elle n'est pas juste et elle est absolument contre-productive. Ces dernières semaines, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu ou que tu as entendu par la fenêtre et qui t'a particulièrement surpris ou intéressé? Ce qui m'a choqué un peu, c'est le bruit des oiseaux actuellement que j'entends et que je vois beaucoup plus par la fenêtre parce que la ville est plus calme. Là, on est dans une période bon, qui est assez éprouvante, mais qui est aussi l'occasion de changer de rythme de vie et c'est pas forcément désagréable. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et c'est sûrement la notion de ralentir. Pour moi, ça a été quand même un peu l'occasion de redialoguer un peu avec moi-même, de se retrouver tout seul. Et je crois qu'il y a des choses extrêmement positives à tirer de ça, en fait. Ouais, c'est les deux choses. C'est réapprendre à apprécier le silence et le calme, les moments de lenteur, voire de contemplation. Ça nous a aussi appris ça, en fait, qu'il n'y avait pas que le rythme frénétique de la vie qui devait s'imposer. Et
et que c'était même important en fait de déconnecter et de ralentir à certains moments pour se retrouver. Merci Jérémy pour tes clarifications et tes réflexions pendant les 4 épisodes de cette série spéciale Covid-19. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher, Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. Restons encore chez nous, mais restons connectés. C'était Philippe Ingard. À bientôt.